Bonjour, donc bienvenue sur l'Agora Jeunesse ici à la COP22. L'Agora qui est dédiée donc aux suites de la MedCop qui avait été organisée à Tanger au mois de juillet dernier. On a aujourd'hui une discussion, un débat sur le rôle de l'efficacité énergétique des bâtiments pour la transition énergétique, pour la transition des territoires en Méditerranée. Personnellement, je représente l'association Énergie 2050 qui avons coordonné cet événement. L'association Énergie 2050, pour faire court, c'est une association qui est basée en France mais qui est active dans 30 pays avec des projets concrets dans une trentaine de pays et plus de 60 nationalités représentées dans le réseau et qui a un fort axe bâtiment, sachant qu'on intervient sur toutes les thématiques de changement climatique, développement durable, développement, particulièrement en Afrique. Et sur le bâtiment, on a vraiment des interventions qui partent du côté du conseil aux politiques. On a participé à plusieurs CPDN des pays africains en insistant sur le rôle du bâtiment, jusqu'à la sensibilisation et la formation des acteurs. Voilà. Sans plus attendre, je vais faire intervenir un premier intervenant pour avoir une vision globale des enjeux du bâtiment. Pierre. Bonjour, je m'appelle Yves-Laurent Sapoval, je travaille au ministère du Logement et de l'Environnement français. Je suis là pour vous parler du bâtiment d'une manière un peu globale et probablement du sujet du bâtiment dans la COP et de la manière de la place que prend le bâtiment dans l'agenda des solutions. Comme vous le savez peut-être, le bâtiment, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est-à-dire que un tiers de l'énergie, plus d'un tiers de l'énergie consommée. Ce qui veut dire que c'est un poids lourd du sujet du climat et que pour le moment, ce poids lourd n'est pas totalement pris à sa juste mesure. Non seulement ça représente 30% des émissions de gaz à effet de serre maintenant, mais il faut se projeter dans l'avenir et se dire que d'ici 2050, on doit doubler le parc immobilier mondial. C'est-à-dire que d'ici 2050, nous aurons construit exactement la même quantité de planchers que ce qui est actuellement construit dans le monde. On construit actuellement dans le monde une ville d'1,2 million habitants par semaine. C'est le rythme de l'urbanisation. Ce qui veut dire que les enjeux sont colossaux. Les enjeux sont colossaux au nord parce qu'il faut rénover les bâtiments existants, puisque au nord, 80% des bâtiments qui existeront en 2050 existent déjà. Les enjeux sont colossaux au sud parce qu'il faut construire ces nouveaux bâtiments. 80% de ce qui sera construit en 2050 n'existe pas aujourd'hui. Et donc en Afrique, par exemple. Ce qui veut dire que les enjeux de construction sont aussi des enjeux colossaux et que, évidemment, si on construit la totalité des bâtiments climatisés, la totalité des bâtiments sur un modèle qui est le modèle actuel, on va très clairement dans le mur. Alors l'histoire que je voudrais vous raconter, c'est l'histoire de ce que nous avons fait pour la COP 21 à Paris. Dans la préparation de la COP 21 à Paris, vous saviez qu'à côté de l'accord s'est développé ce qu'on appelle l'agenda de l'action. L'agenda de l'action, c'était la manière d'associer la société civile, les entreprises, la totalité du monde non gouvernemental à l'action des gouvernements et à la négociation qui se passait par ailleurs. Et dans cet agenda de l'action, au moment peu de temps finalement avant la COP21, le bâtiment n'était pas représenté en tant que tel. Il y avait une partie qui traitait des villes, une partie qui traitait des forêts, une partie qui traitait de l'agriculture, une partie traitait de l'énergie, des renouvelables, mais le bâtiment lui-même était absent. On a considéré que c'était une chose qui était une injustice à réparer d'une certaine manière et nous sommes allés voir gouvernement français et programme des Nations Unies pour l'environnement conjointement. Nous sommes allés voir les protagonistes de la COP en leur demandant d'organiser pour la première fois à la COP 21 une journée bâtiment. Parce que le sujet évidemment était insuffisamment pris en compte. Donc nous avons réuni l'ensemble des acteurs du bâtiment, les ONG, les entreprises, les gouvernements, et nous leur avons proposé de participer à une alliance mondiale qui permettrait de lever
le niveau de compréhension sur le sujet, le niveau de prise en compte, qui proposerait des solutions et qui proposerait des échanges. Voilà ce que nous avons proposé pour la COP 21. On pensait arriver avec 4 ou 5 pays, avec 4 ou 5 partenaires et avec 4 ou 5 ONG. On s'est retrouvé avec 25 pays qui ont adhéré. Très rapidement, les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine, le Sénégal, le Maroc, évidemment, qui tout de suite a embrayé. Le ministre de l'Habitat marocain, nous avons vu dès le démarrage, a été tout de suite très très enthousiaste à l'idée de se joindre au projet. La Tunisie, certains pays européens, évidemment, l'Allemagne, la Suède, et puis aussi des pays asiatiques, Singapour, le Vietnam, le Japon. Donc nous avons eu une espèce de succès que nous n'avons pas attendu, et à la COP21 on a eu une cérémonie de signature absolument incroyable avec tout ce monde là qui était là, restait à solidifier ce consensus et faire en sorte que pendant la COP22 l'expérience se reproduise à nouveau. C'est ce qui s'est passé hier au jour bâtiment de la COP22. Nous avons à nouveau réuni les partenaires et présenté les actions de l'Alliance pour cette première année. Alors les actions de l'Alliance pour cette première année, c'était une première année de mise en place. On a installé un secrétariat, mais on a aussi produit un rapport sur l'état mondial du bâtiment qui existe, qui pour la première fois fait le point sur un bilan global sur le sujet de l'immobilier et de l'énergie. Et le deuxième document que nous avons produit, c'est une feuille de route pour la décarbonation de l'immobilier au niveau mondial. Alors cette année a aussi été consacrée à prendre pied dans un certain nombre d'initiatives qui n'étaient pas que des initiatives mondiales, mais aussi des initiatives régionales. C'est dans ce cadre que nous avons été invités à participer à la MEDCOP et à fabriquer une coalition pour le bâtiment au sein de la MEDCOP. Donc à Tanger, nous avons pour la première fois réuni l'ensemble des acteurs à l'occasion de la MEDCOP, et nous avons pu faire la même chose que ce que nous avons fait au niveau mondial, avec un enthousiasme qui est aussi lié au fait que les pays méditerranéens travaillaient sur ces sujets depuis assez longtemps. Donc nous avons travaillé avec l'ADEME pour organiser cet événement. Nous avons travaillé avec Énergie 2050 et évidemment avec le comité 21 pour porter cet événement à sa juste ampleur. Et donc dorénavant, chaque année, lors de la MEDCOP, nous aurons un événement bâtiment et nous ferons le point sur la progression du sujet bâtiment autour de la Méditerranée et la manière dont on peut continuer, mieux travailler ensemble, mieux former les acteurs, mieux échanger et mieux prendre en compte dans chacun des pays du pourtour méditerranéen ce sujet aussi important. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je crois que j'en ai à peu près terminé avec mon temps de parole. Et donc je vous laisse continuer. Merci Yves Laurent. Merci pour lui. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est bien sûr qu'on a une coalition donc, qui s'allie pour l'efficacité énergétique du bâtiment. Une coalition d'acteurs très divers. Par exemple, nous, on est une association, on a des pays qui sont impliqués. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont faites. Il faut rappeler pour la Méditerranée, si on se focalise sur le bâtiment méditerranéen, c'est d'ici 2030, c'est une augmentation de la demande énergétique qui sera de 40% provenant du bâtiment et 42 millions de nouvelles constructions. Donc évidemment, on doit travailler à la mise en place de mesures justement pour faire en sorte que ce bâtiment, ce développement du bâtiment soit compatible avec les engagements climat des pays méditerranéens. Et dans ce cadre, on a un certain nombre d'acteurs qui mettent en œuvre au niveau de l'échelle nationale, à l'échelle internationale, des politiques. Et on a notamment le R20 Med qui nous a rejoint, Éco-Construction Oran, et qui met en œuvre un certain nombre de choses justement dans ce domaine et qui va nous faire un témoignage un peu des actions qu'il mène. C'est à toi. Bonjour, je m'appelle Zidane, je suis architecte, je ne suis pas footballeur. Je suis architecte et je représente en vérité deux entités, enfin deux institutions. Le R20, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Schwarzenegger, c'est l'ONG internationale qui s'occupe donc du climat et qui est basée à Genève. Et il y a le bureau d'Oran qu'on appelle le R20 Med. Je suis aussi expert fondateur d'un pôle, d'une première expérience dans le domaine de la promotion de l'éco-construction à Oran.
ce que je suis venu vous dire, enfin, j'ai été invité, théoriquement, c'était mon ami M. Bessaoud qui a participé activement à toutes les Medcop, qui devait être présent. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est un peu une suite de ce qu'a dit notre ami sur l'histoire du bâtiment en Méditerranée. Moi, je vais vous parler un peu de l'Algérie et des expériences qui sont menées et pourquoi on est arrivé à créer ce pôle ou à engager ces actions au niveau d'Oran. Vous savez que chez nous, nous avons une malédiction en même temps que c'est une bonne chose et en même temps une malédiction. C'est un petit peu le coût du pétrole, le coût de l'énergie qui est chez nous est quasiment presque donné. Vous entendez mieux comme ça? Ah ben voilà, je vais faire comme les chanteurs et les acteurs. Alors, je vous disais que chez nous en Algérie, on a en même temps, c'est un avantage et en même temps c'est une malédiction. C'est que l'énergie ne coûte pas très cher, elle est disponible, et il est très facile, il est très difficile de s'occuper à réaliser des logements ou des équipements ou des constructions moins énergivores parce que l'investissement il est très onéreux et en même temps le retour d'investissement est très long, donc ça n'encourage pas beaucoup ce genre d'action chez nous. Mais depuis quelque temps, l'énergie commence à être un peu plus chère et les mentalités commencent à changer. Il y a un deuxième élément qui est un peu qui ne favorise pas beaucoup chez nous le développement donc de ce secteur de l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique dans le bâtiment. C'est un petit peu la diversité des climats. Et nous ne sommes pas spécialement dans le cas de l'atténuation. Notre énergie est presque à 80% est produite à partir du gaz naturel qui est moins émetteur de gaz à effet de serre que les autres sources d'énergie comme les hydrocarbures. Donc chez nous, la problématique est plus dans l'adaptation au climat. Vous connaissez un peu le climat en Algérie, c'est à peu près, il fait très chaud en été, il fait froid dans certaines régions, il y a des variations climatiques assez importantes, mais c'est surtout donc, on essaie de chercher des solutions beaucoup plus qui s'approchent du bioclimatisme, donc en s'inspirant des traditions ancestrales, locales, ça dépend des régions, en montagne ou au Sahara, un petit peu comme certaines expériences qui se font. C'est à peu près ce qu'il y a ici à Marrakech. Donc, en vérité, notre souci, c'était d'amener un petit peu les acteurs politiques d'abord à s'inscrire dans cette démarche, c'est-à-dire à s'impliquer davantage, parce qu'ils s'occupent beaucoup plus du social que de résoudre des problèmes environnementaux, etc. Mais maintenant, depuis la crise un petit peu du pétrole, les choses commencent à changer. Tu as raison, hein, c'est pénible de parler quand il y a des gens quand on n'est pas... Oui, j'ai pas l'habitude, en général, j'ai l'habitude de parler à une salle un peu plus pleine. C'est un peu gênant, un peu stressant pour quelqu'un. Je suis pas habitué à ce genre d'espace, mais j'adore, c'est assez original. Donc je vais quand même continuer. Donc ce que je voulais dire, c'est que chez nous, cette histoire de social l'a importé. On a une crise de logement assez aiguë. Le gouvernement ne s'est pas occupé à construire des logements économes en énergie pour des raisons bien sûr de priorité. Nous avons un programme très ambitieux et je crois on est allé très de l'avant sur des chiffres assez astronomiques quand même. On parle de millions de logements, de 2 millions de logements. Donc si on intègre les économies d'énergie dans cette histoire, ça va faire des surcoûts, Donc l'État ne s'occupe pas pour l'instant, mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'engage pas dans ces histoires d'efficacité énergétique. Il y a toute une batterie de lois, de règlements qui vient d'être mises en place, et même au niveau présidentiel. La toute nouvelle constitution a donné une priorité maintenant au respect de l'environnement, à l'efficacité énergétique dans le bâtiment, aux énergies renouvelables. Donc il y a une nouvelle impulsion, une nouvelle tendance qui nous facilite un peu l'existence à nous, un petit peu les acteurs qui sont dans l'environnement. Et le pôle de promotion de l'éco-construction d'Oran a été créé un petit peu dans ce sens. Et on s'occupe de formation, on s'occupe de sensibilisation,
on mène des projets pilotes et ça commence à être aperçu, à être intégré par certains, les architectes, les constructeurs, les promoteurs immobiliers. Je suis désolé, en vérité le sujet est très intéressant, ça pourrait être l'objet d'une conférence. J'arrive pas à condenser toutes les informations que je pourrais vous donner sur ce qu'on fait à Oran, mais croyez-moi, il y a un site, pour ceux qui connaissent, c'est Construction 21, et tout le monde connaît cette plateforme, et elle est très riche en informations. On publie beaucoup sur ce qui se fait en Algérie dans le domaine du bâtiment, et vous aurez une occasion un petit peu de connaître, de lire mieux que de ce que je suis en train de dire. Peut-être que je suis en train de dire je suis en train de me répéter. Donc je m'excuse, voilà. Si vous avez des questions, je suis encore là. Merci. Merci Zidane. Désolé pour l'environnement. C'est le stand Medcop, donc on a fait avec. Mais c'est original, effectivement. C'est original pour nous aussi. Oui, vous avez une question? Oui, merci Monsieur Zidane. Moi je connais Wahran, je connais également Alger, j'ai pas mal vadrouillé en Algérie. Et mon souci est vraiment majeur par rapport à ce que vous avez dit. C'est-à-dire que aujourd'hui, une politique volontariste de l'État, si elle ne veut pas opérationnaliser, l'intention est là, puisque vous avez dit on commence à s'ouvrir à cela. Mais en parlant par exemple de Wahran, moi je me demande, est-ce que les autorités locales limitées à Wahran et sa région, que ce soit les élus, que ce soit les officiels, disons, de l'exécutif, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas prendre l'initiative d'être dans l'originalité par rapport à l'ensemble du pays? Par exemple, je dis ceci. Je prends Wahran, par exemple, il y a besoin d'un investissement de 100 000 habitations. Il y a ce besoin. Aujourd'hui, tant qu'il y a encore une générosité relative dans les budgets de l'État, c'est le moment, je dis relative, hein, c'est le moment où on jouera sur, disons, l'originalité de Wahran, d'un coup, pour qu'elle puisse être peut-être le moteur futur pour les autres régions, et aussi qu'il faut que quelqu'un démarre, une entité géographique algérienne démarre un programme, mais un programme à échelle réelle, à échelle de démonstration qui peut prouver que l'on peut. Parce qu'il y a encore l'espoir, parce qu'après, quand l'énergie n'existera plus, c'est un peu tard pour pouvoir dire, allez, après on va commencer. Comme le Maroc, il n'a pas d'énergie, c'est terrible de pouvoir lancer des programmes comme ça. Mais malgré tout, moi je pense qu'il y a la chance, d'autant que la concentration du savoir ne manque pas. La preuve, c'est vous-même, et il y a des milliers. Je connais nombre d'architectes, je connais nombre de techniciens en Algérie, et je serais, moi, par exemple, heureux de voir démarrer à partir de Wahran. Voilà, c'était un souci par rapport à Wahran. Votre question, en vérité, votre question me dit que j'ai mal expliqué tout à l'heure. Et vous m'avez donné une occasion, je serais plus à l'aise. Justement, Oran est original à tous les points de vue. Et c'est la première qui s'est engagée dans cette aventure de la protection du climat. D'abord, premièrement, elle abrite la direction Méditerranée du R20. La vice-présidence du R20 est à Oran. Et c'est le Walid Oran qui est vice-président du R20. Il y a énormément d'actions qui se font dans les 3 axes: déchets, efficacité énergétique, énergie renouvelable. Et il y a des actions très concrètes qui sont menées à Oran. Je ne peux pas les énumérer ici, ce n'est pas le moment. 2. Depuis 2007, qu'on a essayé, dans un cadre d'un réseau maghrébin, Tunisie, Algérie, Maroc, de créer un pôle de promotion de l'éco-construction en collaboration avec la région PACA en France. Et avec BDM, le Karma, etc. On n'a pas réussi à le faire à Alger. Et ça a été grâce au Walid Oran qu'il a été installé à Oran. Donc vous voyez, c'est une première expérience
Et c'est à Oran que ça s'est fait. Et ce pôle-là est devenu un organisme officiel nommé par arrêté. C'est-à-dire c'est pas seulement... Et toutes les institutions y sont. L'université, les grandes compagnies, les chambres de commerce, les promoteurs. Ils regroupent tous les acteurs qui sont intéressés par cette dynamique. Et par la suite, Oran vient d'abriter aussi le chapitre Algérie de la plateforme Construction 21. Donc vous voyez qu'Oran, finalement, elle est vraiment à la pointe et beaucoup d'autres wilayas nous jalousent là. Moi, je ne suis pas oranais, je suis d'Alger et je fais la navette de temps en temps entre Alger et Oran. Et le dernier point que je voulais rajouter, nous sommes les premiers à avoir mis en place un master professionnel entre l'Université d'Oran, l'École Polytechnique d'Oran, École de mines de Saint-Étienne et le R20. C'est un master qui vient de démarrer il y a 4 jours. Les premiers cours ont démarré il y a 4 jours. Donc vous voyez un peu Oran où ça en est. Voilà, merci. Merci. Ça répondait à votre question? Ça va. Je crois que... Alors, je ne vais pas débattre sur votre débat, je pense qu'il est clos, mais il y a une chose importante qui a été dite, c'est qu'effectivement, on parle d'efficacité énergétique et on parle d'une stratégie méditerranéenne face aux bâtiments. Mais évidemment, on n'oublie pas que si on a besoin d'une stratégie méditerranéenne, on fait face, que ce soit sur la rive nord ou la rive sud-est, à des problématiques qui sont quand même différentes. Problématiques d'adaptation et de développement, surtout dans les rives sud-est, et bien sûr d'efficacité énergétique pure, de rénovation dans les pays du nord. Donc c'est pour ça. Peut-être on va avoir, maintenant qu'on a eu un retour d'expérience d'Algérie, on va peut-être passer au Maroc et voir un peu ce que fait Al Omran sur ces questions-là. Bonjour tout le monde. Je me présente tout d'abord. Je suis directeur de pôle ingénierie et développement social au sein du groupe Al Omran. L'approche efficacité énergétique, il faut dire que le groupe a été pionnier dans cette approche. On avance par rapport à toute la réglementation d'efficacité énergétique au sein du pays. Et nous avons testé pas mal de projets. Donc on a profité d'un appel à projet de l'Union européenne pour retenir 4 projets du groupe Al Omran que nous avons réalisés et où nous avons alimenté toute la réflexion à l'intérieur, la réflexion nationale sur on peut dire l'impact et la façon de réaliser les projets d'efficacité énergétique au Maroc. Aujourd'hui, il y a une loi, il est généralisé, il est rentré en vigueur le mois de novembre 2015. Mais notre approche au sein du groupe, il ne réside pas seulement au niveau des projets, on peut dire, de construction, mais il y a une approche, on peut dire, à l'échelle d'un pôle urbain ou bien d'échelle des villes nouvelles. On a commencé, donc je peux partager avec vous les études de faisabilité qui étaient lancées par rapport à la création de 2 villes nouvelles. Donc l'idée, c'est bien sûr, il y a l'existant, mais il faut toujours aussi se projeter par rapport à des projets, bien sûr, du neuf. Donc cette étude-là, donc l'idée, c'est de créer des villes à faible consommation d'énergie. Donc au départ, on a tenu compte, il y a deux exemples. Un exemple qui tient compte seulement de la partie, on peut dire, aménagement et bâtiment. Deuxième étude qui a été menée dans une approche globale dans le cadre d'une économie circulaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, donc, à travers, donc, avec ces changements climatiques qu'il y en a, et bien sûr les changements des habitudes des citoyens, il y a le taux de pénétration de toute l'utilisation des climatisations au sein bien sûr du bâtiment, il augmente de plus en plus. Et l'idée, c'est comment donc projeter bien sûr la réalisation de la ville et de dire comment cette consommation d'énergie va évoluer au fur et à mesure des années, donc se projetant sur 25 ans, 30 ans en termes de réalisation. Et l'idée est de dire, si on ne fait rien, combien la ville va consommer en termes d'énergie. Si on intègre les aspects d'efficacité énergétique, on va atténuer bien sûr cette consommation. Et à la fin, si on le couple avec de l'énergie renouvelable, on va arriver peut-être à équilibrer le bilan. Mais à notre sens, on a dit donc tous ces aspects-là, donc les recommandations de ces études de faisabilité, de les intégrer au niveau d'une charte architecturale sur la façon comment il faut faire donc construire les bâtiments, quelles sont les règles et les exigences à respecter. Mais à notre sens, on juge que l'approche seulement efficacité énergie d'un bâtiment au sein d'un territoire, il faut l'intégrer dans une approche globale et intégrer l'ensemble des aspects, que ce soit l'utilisation, par exemple, le transport, les eaux usées, la décharge publique, les aménagements urbains, et d'avoir une approche globale et intégrée. Voilà, merci.
Ouais, je pense que là, il y a quelque chose d'important qui a été dit, c'est-à-dire qu'un bâtiment, bon, un bâtiment, c'est un espace de vie, mais c'est aussi un espace utile, c'est un espace où on vit, où on travaille. Et construire un beau bâtiment, ça, tout le monde le sait. Tout le monde le fait, tout le monde sait le faire. Mais construire un bâtiment qui est intégré dans un territoire effectivement durable et avec une approche du cycle de vie, c'est là où en fait on essaie de travailler, c'est là où il y a du travail à réaliser. Et ça y est, il y a un travail de concertation entre les acteurs, de coalition, pour justement intégrer les problématiques de l'architecte, de l'urbaniste, de l'ingénieur et des chargés de transport pour justement arriver à ce qu'on appelle être un territoire durable qui va au-delà de l'efficacité énergétique mais qui intègre également les problématiques finalement d'adaptation et de développement. Et on sait que dans les pays du Sud, quand je parlais de 42 millions de nouveaux bâtiments, c'est essentiellement dans les pays du Sud. Et si ces bâtiments, on les fait mal aujourd'hui, c'est d'ici 2030, donc 2030 c'est demain, si ces bâtiments sont mal faits aujourd'hui, vous créez tout un tas d'effets de verrou qui feront qu'aujourd'hui les pays du Sud, de la Méditerranée et de l'Est auront un frein important à leur développement. Ce n'est pas uniquement des politiques climat, on parle également de développement, d'un développement résilient et sobre en carbone. On va avoir des interventions un peu plus, des actions très locales sur des nouvelles technologies, sur ce genre de choses. Mais peut-être en premier lieu, on a l'Institut, alors je ne vais pas écorcher, c'est l'économie circulaire. Voilà, l'Institut de l'économie circulaire, donc je vous l'assure, qui va peut-être nous présenter une vision un peu plus globale du rôle du bâtiment, de l'efficacité énergétique. Et justement, cette approche peut-être de cycle de vie qui est importante sur le bâtiment. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. François-Michel Lambert, je suis président fondateur de l'Institut de l'économie circulaire, une structure d'État, une structure en France qui regroupe plus de 200 membres, des sociétés comme Veolia, Suez, EDF et des sociétés plus petites, des startups, des collectivités, des grandes régions, région Nouvelle-Aquitaine, la région Bretagne, la ville de Paris, la métropole du Grand Paris notamment, qui travaille également avec des ONG comme la Fondation Nicolas Hulot, avec des écoles et des universités. On a parlé tout à l'heure de Construction 21, nous travaillons avec l'université de Saint-Étienne, l'école des mines de Saint-Étienne exactement. Et nous travaillons aussi au niveau de l'Europe sur ce sujet de l'économie circulaire. Je suis également député français des Bouches-du-Rhône, pour préciser, donc proche des rives méditerranéennes, sur les rives méditerranéennes. L'Institut de l'économie circulaire a 4 niveaux d'intervention. Hein. Nous produisons, nous sommes un centre de réflexion sur le sujet de l'économie circulaire. À peu près la moitié de ce qui s'est publié sur l'économie circulaire en langue française l'a été par l'Institut, directement ou en soutien. C'est une approche assez récente de sortir d'une société de gaspillage. Je reviendrai sur ce qu'est l'économie circulaire telle que nous la promouvons. Donc un champ de réflexion. Nous avons des groupes de travail par filière, notamment le BTP, le cycle de l'eau, filière des systèmes agricoles agroalimentaires. Nous avons des commissions permanentes juridiques, commissions permanentes sur l'Europe, parce que l'Europe a un volontarisme aussi sur l'économie circulaire. Nous avons donc un deuxième axe après la réflexion, c'est l'influence du lobby, mais du lobby au sens de transformation des sociétés, transformation des entreprises, des territoires, des collectivités, lobby au niveau politique, gouvernemental. La France s'est dotée dans la loi transition énergétique d'un chapitre entier sur l'économie circulaire. Ce chapitre a été en très grande partie porté par l'Institut, par toute cette capacité à rassembler la société française et permettre d'une seule voix. On voit qu'on retrouve les échos de ce que peut être une COP. Toute la société se retrouve et pas seulement les décideurs politiques. Et ensemble, transforment les modèles. C'est ce que nous avons pu faire dans la loi transition énergétique sur la partie économie circulaire. L'influence auprès des collectivités. Troisième axe sur lequel nous travaillons, c'est celui de la capacité à créer des rencontres, à créer des échanges, des colloques pour justement, et je salue vraiment cette initiative, on entend Oran, je n'aurais jamais entendu ce que faisait Oran, on entend ce qui se fait au Maroc, je ne l'aurais jamais entendu. Bon, le ministère du Logement, et je l'aurais entendu ce qui se fait dans le ministère du Logement français, mais ces rencontres sont importantes. On prend un petit bout de richesse, on en transmet un petit peu, et ensemble, nous continuons, nous repartons avec ceci pour transformer les modèles. Donc ces lieux de rencontre, ces lieux d'échange sont très, très importants.
L'Institut en fait nombre de colloques et de rendez-vous, de publications, je vous l'ai dit. Nous avons une vidéo que je vous invite à lire, à visionner. En 3 minutes, elle explique une approche économie circulaire, une vidéo faite avec la Fondation Nicolas Hulot. Enfin, nous faisons de la formation et de la diffusion. Voilà aussi notre rôle. L'économie circulaire, c'est sortir de cette société de gaspillage et remettre la ressource au centre du modèle. C'est-à-dire préserver la ressource, mais surtout intensifier l'usage de la ressource. Que cette ressource crée beaucoup plus de services en bien commun, en bien humain. Mieux utiliser la ressource. Ainsi, quand Airbnb ou Blablacar font de l'économie circulaire, Airbnb, puisqu'on est dans le logement, c'est 4 millions de nuits en 2015 à Paris, c'est 0 mètre cube de béton. C'est avec le parc déjà disponible, des solutions technologiques innovantes, c'est-à-dire la révolution numérique, eh bien, on partage mieux les logements, on partage mieux l'offre qui est déjà prête, plutôt que d'en construire d'autres. Il vous a été dit tout à l'heure que nous devons reconstruire autant que ce que l'humanité a déjà construit à date, et ça, nous ne devons pas le faire en 35 siècles, mais nous devons le faire en 35 ans. Il y a aussi une des approches qui est de mieux utiliser ce qui existe déjà. Des Airbnb, vous en avez qui se déploient sur l'usage des bureaux, évidemment, mais aussi sur l'usage de salles de concert, de salles de réunion, sur l'usage des parkings, l'usage des garages, des greniers, pour mieux les utiliser, qu'il y ait moins de vide. C'est ça qui est important, c'est cette approche. L'économie circulaire, elle inscrit une vision systémique, ça a été dit tout à l'heure, je crois que vous l'avez très clairement précisé. L'enjeu n'est pas d'être que sur un sujet, mais de bien voir comment nous pouvons ensemble aborder et créer des dynamiques, des cercles vertueux d'amélioration sur lesquels on se recentre pour mieux utiliser les ressources, que la ressource elle soit lors de la construction, je le préciserai, ou qu'elle soit dans le fonctionnement même de l'îlot construit. Le cycle de l'eau, le cycle, je ne dis pas les déchets, le cycle des ressources qui à un moment donné sont dans un état que l'on dit déchets, mais ça, si vous dites ressources, vous voyez toujours opportunité derrière. Quand vous dites déchets, vous voyez, il faut que ça disparaisse. Un trou sous le tapis, il faut dire ressources. Ressources organiques, ressources d'emballage en fin de vie, ressources de vieilles piles, ressources de vieilles ampoules. Tout ceci, ce sont des opportunités sur lesquelles il faut partager et où arriveront, en s'appuyant sur 2 axes majeurs, la révolution numérique, je vous l'ai dit, c'est une capacité de traitement d'informations, de partage de l'information, de décision extraordinaire, avec un engin qui n'est pas plus grand que ça. Vous faites des choses aujourd'hui extraordinaires. Et l'autre point, c'est le territoire. Il faut aussi être dans la culture. Nous ne faisons pas la même chose. Si je reste franco-français, nous n'avons pas les mêmes apports. Quand vous êtes en Provence, quand vous êtes en Alsace, quand vous êtes en Bretagne, vous avez des cultures totalement différentes. Il y a des modèles qui marchent très bien en Alsace. On a voulu les mettre en Provence, du côté de Marseille. C'est une catastrophe. La culture alsacienne proche de l'Allemagne n'est pas la culture provençale, proche de la Méditerranée. Donc ces approches de la ressource sont aussi en fonction des usages, en fonction des hommes, en fonction des hommes et des femmes qui font le territoire. Je finirai sur l'enjeu majeur dans la construction. La crise du sable et des gravats, elle est à quelques dizaines d'années, peut-être à moins de 20 ans devant nous. Pas partout, pas dans tous les territoires du monde, mais nous sommes face à cette crise d'accès. Les grandes métropoles européennes, Paris, Londres notamment, Bordeaux, qui doit passer de 600 000 à 1 million d'habitants, Bordeaux a un problème. C'est comment je passe de 600 000 à 1 million d'habitants quand je n'ai pas de sable et de gravats à proximité. Donc 360 millions de tonnes de déchets, ou plutôt de ressources en France dans le BTP, à comparer aux 60 millions des déchets d'emballage, des ressources d'emballage. On voit bien qu'il faut connecter l'un avec l'autre et ne faire que des cycles de ressources. Et j'en finirai sur 2 exemples pour laisser le temps des échanges. Bouygues Immobilier, en Ile-de-France, par la révolution numérique, scanne toutes les déconstructions qu'ils font,
les huisseries, les portes, les cuivres, les gravats, les sables, tout ce qu'ils peuvent récupérer est dans une méga base de données. Et Bouygues Immobilier Construction d'Île-de-France a obligation de d'abord regarder s'il n'est pas disponible à proximité dans la déconstruction, le gravat, le sable, l'huisserie, les tuyaux, je ne sais, et d'aller prendre dans ce stock de la déconstruction pour la construction. Ça, c'est le premier élément opérationnel. Le deuxième, encore plus poussé dans la réflexion de l'économie circulaire, c'est Bouygues construit déjà des bâtiments dont il reste propriétaire en usufruit. Il confie à d'autres l'usage de ces bâtiments, des bâtiments standards, plutôt de bureaux, et il se donne le droit de les déconstruire au bout de 10 ans pour récupérer notamment le sable et le gravat, afin de construire un autre bâtiment à un usage supérieur en termes de biens publics. Par exemple, ils pourront déconstruire un bâtiment au bout de 10 ans pour en faire un pont, parce que le pont apporte plus de services que le bâtiment de bureau. C'est ça aussi la pensée économie circulaire, c'est d'être dans une certaine agilité, d'être dans toujours chercher plus de productivité sur les matériaux, sur les usages que l'on peut faire des matériaux mobilisés. Merci. Si vous avez des questions peut-être ou des réflexions. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses très importantes qui ont été dites. Je vais commencer par la fin, comme ça, parce que je l'ai assez frais dans ma tête. Quand on parle d'économie circulaire dans le bâtiment, c'est en fait une grosse innovation. On parle d'économie circulaire comme quelque chose d'assez simple, mais dans le bâtiment, on sait que les déchets solides de la construction, ça représente à peu près 40%, je crois, des déchets solides dans les pays développés. Intégrer cette thématique de l'économie circulaire dans le bâtiment, ça veut dire innover dès le départ, dès la conception du bâtiment, et ça veut dire également des innovations, comme vous avez dit, des innovations sociétales, c'est-à-dire des nouveaux modèles d'organisation, des nouveaux modèles économiques. Et ça, on le retrouve un peu partout, mais dans le bâtiment, c'est quelque chose qui est assez marqué. Avec cette voilà. Et c'est surtout une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les acteurs maintenant prennent en compte tout le cycle de vie du bâtiment, et c'est une des clés de l'efficacité énergétique également. Aujourd'hui, on a tendance à construire, notamment dans les pays du Sud, des bâtiments qui sont qui ont un aspect moderne, mais qui, d'un point de vue énergétique, sont assez désastreux. Peut-être pas au Maroc, mais dans les pays d'Afrique subsaharienne. Comment on intègre ces thématiques, voilà, d'économie circulaire et de cycle de vie du bâtiment et des coûts attachés au cycle de vie du bâtiment. Donc ça, c'est une première chose qui est très intéressante et sur laquelle il faut travailler, je pense, avec de la sensibilisation, avec de la formation. J'imagine que vous faites des choses comme ça dans ce domaine. La deuxième chose que vous avez dit, qui selon moi est très importante parce qu'on est sur le stand de la Medcop, vous avez parlé en fait de fédérer les acteurs. Parce que c'est important dans le bâtiment il touche l'ensemble des acteurs. Vous construisez un bâtiment, vous touchez au domaine de la ville, vous touchez à l'architecte, vous touchez à un ingénieur, vous touchez tout un domaine et vous touchez des gens qui vont y habiter, travailler dans ce bâtiment. Donc comment on fédère ces acteurs, comment on les fait travailler ensemble, ça c'est une des questions clés. Et également l'implication de la société civile. Ça c'est le but de la Medcop, c'était justement de fédérer les acteurs de la région méditerranéenne qui, bon, on va le rappeler rapidement, mais c'est une des régions les plus, un des points chauds face au changement climatique. Et on sait que le bâtiment, ça fait partie des principaux leviers d'action qui ont été identifiés dans l'agenda des solutions. Comment on fédère ces acteurs et en fait, la Medcop s'inscrit dans cette durée. Donc, vous serez bien sûr et bienvenue pour participer aux prochaines Medcop. Je ne sais pas si vous étiez là à Tanger, mais c'est avec plaisir qu'on vous accueillera pour parler de ces domaines-là. Oui. Tanger, malheureusement, il y avait eu les attentats de Nice juste avant. Et donc, en tant que député, j'étais mobilisé, alors que je devais y être. Juste l'Institut de l'économie circulaire sur le modèle de construction 21, nous avons, avec le soutien du gouvernement, le soutien de l'ADEME France, développé une plateforme pour partager les bonnes pratiques, les innovations, créer du lien, créer des réseaux, des rencontres. Cette plateforme s'appelle économiecirculaire.org, tout attaché, économiecirculaire.org. Il y a aujourd'hui environ 200 fiches techniques, projets, et ça s'alimente tous les jours. Donc je vous invite à aussi regarder en même temps que Construction 21. C'est la même structure de logiciel et donc c'est la même pensée. Donc vous avez raison, le bâtiment est une formidable source d'inspiration et d'expérimentation et de démonstration d'une approche économie circulaire par rapport à toutes les dimensions que vous avez données. Merci. Merci beaucoup. Oui, une réaction peut-être.
vous venez. C'est un complément et un exemple de coopération justement nord-sud dans ces histoires, c'est le montage du master professionnel entre l'école des mines de Saint-Étienne, l'école polytechnique d'Oran et c'est sur 3 spécialités: l'efficacité énergétique dans le bâtiment, la gestion des déchets et les énergies renouvelables. C'est quelque chose, c'est un exemple concret justement de liaison, de partage de connaissances, et c'est sur des projets en plus concrets. Ce n'est pas des projets académiques, mais on s'est inspiré, enfin, on a pioché, on a puisé plutôt dans un gisement qui existe déjà. C'est les futurs projets que la Fondation DiCaprio a lancés, dont on est dépositaire justement, et nous avons identifié un certain nombre de projets. Et donc c'est quelque chose de palpable, de concret, de réaliste. Et je vous invite aussi donc à aller sur la plateforme Construction 21 pour avoir plus de détails sur ce genre d'opération. Merci. Alors, ouais, merci beaucoup. En termes concrets, effectivement, il y a énormément de choses qui se mettent en place. On a l'Alliance globale, mais au-delà de ça, nous, on est également partie d'un programme bâtiment et construction durable avec les Nations Unies. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans le domaine du bâtiment. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le bâtiment, ça a été considéré dans la plupart des CPDN, des contributions prévues déterminées au niveau national et maintenant dans les CDN, comme un des leviers d'action prioritaires, que ce soit au nord. Alors, le nord, bien sûr, on n'est plus sur l'efficacité énergétique. On rappellera les objectifs de l'Union européenne. Et au sud, plus sur les côtés d'adaptation, de bien construire la ville, de bien construire le bâtiment, pour justement avoir sur les thématiques de confort, de développement, d'accès à l'énergie, etc. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Également, juste un petit rappel, parce qu'on parle beaucoup de la Méditerranée nord-sud, mais il ne faut pas oublier que le Maghreb et la Méditerranée, c'est aussi la porte d'entrée vers l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, on a 40 000 personnes supplémentaires qui arrivent dans les villes chaque jour. Et donc, pour ces personnes-là, il faut construire des bâtiments, et il faut les construire en prenant en compte la contrainte climatique, en prenant en compte les contraintes de développement et en prenant en compte les contraintes énergétiques. Et ça, si on n'a pas une coopération nord-sud avec éventuellement un leadership d'un pays africain comme le Maroc, comme l'Algérie, sur ces thématiques-là, les conséquences, si vous voulez, d'un tel afflux, de telle construction de nouveaux bâtiments qui seraient mal construits, sont potentiellement désastreuses. Donc ça, il faut le rappeler. Peut-être maintenant qu'on a vu un peu l'approche globale, ce qui se faisait au niveau des pays, on peut peut-être avoir un témoignage d'entreprise sur les climats chauds, si j'ai bien compris. Ce qui se fait sur le terrain avec des innovations qui sont chaque jour amenées par des acteurs de terrain. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Aurelou. Je suis d'abord un citoyen militant pour l'accès aux besoins essentiels des populations les plus pauvres. Et le climat est une menace pour l'accès à ces besoins essentiels, et notamment sur les bâtiments. Je voulais vous parler, faire un focus sur la zone méditerranéenne avec une architecture vernaculaire qui utilise les toitures blanches, qu'on appelle des cool roofs depuis des centaines d'années. Les cool roofs ont été remis un petit peu au goût du jour, notamment par les États-Unis, qui ont rendu obligatoire, à partir d'un certain nombre de mètres carrés, la création en fait de toitures blanches. C'est pour ça qu'on appelle ça des cool roofs, donc qui permettent de refléter les rayons du soleil pour limiter la consommation énergétique, pour climatiser les bâtiments. Ça paraît une solution très très simple, et c'est tellement simple d'ailleurs que le secrétaire d'État américain, ancien secrétaire d'État américain à l'énergie, qui est aussi prix Nobel de physique, a dit que c'était le moyen sans doute le plus rapide et le moins onéreux pour limiter le changement climatique. Les cool roofs, le système cool roof a été inscrit aussi par le GIEC parmi les solutions à préconiser, et même dans l'alliance globale Buildings and Constructions, les systèmes cool roof sont préconisés. Donc techniquement, une fois de plus, là on a une solution qui est assez simple. La question, c'est toujours la même, c'est-à-dire qu'on a les technologies, comment est-ce qu'on fait maintenant pour les diffuser le plus vite possible à la plus grande échelle qui soit, et on est là sur un système qui peut être appliqué sur n'importe quel bâtiment déjà existant, en plus aussi de devoir le faire sur les bâtiments à construire. Donc c'est d'abord une question d'obligation, par exemple pour les États-Unis. Les gens sont obligés de le faire à partir d'un certain nombre de mètres carrés, mais ça peut être aussi une question de motivation. Par exemple, à New York, c'est un des exemples d'îlots de chaleur urbains sur lequel les citoyens eux-mêmes se sont saisis en se mobilisant pour peindre toutes leurs toitures et pour limiter l'effet de l'îlot de chaleur urbain. Mais il y a aussi une notion de coût.
Et donc on arrive maintenant avec les recherches notamment sur les nanotechnologies à avoir des solutions par exemple de peinture thermique qui sont issues des recherches notamment de la NASA sur les navettes spatiales, des peintures thermiques qui permettent de sortir par exemple pour 20 € du mètre carré une peinture thermique qui permet non seulement de créer un bouclier thermique sur le bâtiment, mais aussi d'en augmenter la durabilité parce que on bouche les micro-fissures, on protège le bâtiment, et donc c'est applicable avec des prix qui sont relativement faibles. Un exemple développé par une start-up bretonne, et on est en Bretagne, on n'est pas sur un climat méditerranéen, c'est le plus grand cool roof d'Europe qui a été réalisé dans le Finistère. Ils ont économisé jusqu'à 30% des consommations énergétiques en période chaude, l'été. C'est une économie de 30 000 € par an sur la facture énergétique et on est en Bretagne. Donc on peut imaginer sur des climats de type méditerranéen ce que ce type de technologie pourrait apporter. On a sur la France par exemple 50 millions de surfaces commerciales qui sont aujourd'hui non équipées de ce type de toiture et qui consomment énormément d'énergie. Donc on est sur une solution qui est éprouvée, qui est simple à mettre en œuvre, qui est économique, qui bien entendu est écologique, et on peut aussi travailler sur le biosourcing de ce type de peinture en utilisant des dérivés d'algues, des dérivés d'huîtres aussi pour la biosourcer au maximum. Donc voilà, là j'en ai fini, mais je suis à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci Antoine. Je pense qu'il y a plusieurs choses importantes. Ce que tu as dit, c'est déjà qu'il y a de l'innovation, mais également il y a énormément de solutions qui existent déjà. Et la question, c'est maintenant comment on va utiliser ces solutions, comment on va les répandre pour que on puisse faire face aux enjeux du bâtiment. On n'est pas obligé de tout le temps innover. On peut également remettre au goût du jour les techniques traditionnelles. Hein, tu l'as dit, toit blanc, c'était utilisé pendant des millénaires. On a un peu oublié ça. Et voilà, il y a énormément d'actions aujourd'hui, il y a énormément d'innovations, il y a énormément de choses, il y a énormément de gisements, de potentiel pour faire face aux enjeux du bâtiment. Et c'est d'ailleurs inscrit dans la plupart des CPDN. Maintenant, la question, c'est comment on va étendre tout ça. Je vais juste... Est-ce qu'il y a peut-être des questions, des remarques ? Mais sans question, sans remarque, je vais juste étendre sur le côté de la Medcop. Vous avez un agenda des solutions qui a été publié après la Medcop. Et cet agenda des solutions, oui. Vous avez une... Ah pardon, désolé. L'agenda des solutions a un axe bâtiment. Donc voilà, maintenant la question c'est de savoir sur les territoires méditerranéens comment on va pouvoir fédérer les acteurs. Comment on va pouvoir lancer un processus qui fait que l'ensemble des acteurs vont se réunir autour d'une même table et mettre en œuvre les solutions qui existent déjà, mettre en œuvre de nouvelles solutions, avoir une collaboration, une coopération nord-sud, sud-sud qui permettent de faire face à tous les enjeux. Et c'est sur ça, sur ces différents points qu'on travaille. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on vous a invité aujourd'hui, c'est pour poursuivre la dynamique qui avait été entamée à Tanger et arriver justement à cette coopération multi-acteurs à tous les niveaux. C'est un peu sur ça qu'aussi qu'on travaille à l'association Énergie 2050. On essaie d'avoir une approche très globale, très systémique. Le bâtiment, si on ne le traite pas dans un environnement urbain plus large, dans son système économique, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça d'ailleurs on a fondé avec, petite note, on a fondé avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, une initiative de la francophonie pour des villes durables, où effectivement on a cette thématique du bâtiment, de l'efficacité énergétique, de l'adaptation, de la résilience au climat. Voilà, je pense qu'on peut conclure sur ces points-là. Merci à tous d'être venus. Oui, vous avez une question, pardon. En fait, je voudrais poser une question par rapport à l'économie circulaire. Il y avait un projet que j'avais vu qui a été réalisé au Danemark par Bjarke Ingels et où il n'était pas juste question de réutiliser les ressources matérielles, mais également de proposer, d'avoir une intelligence dans la programmation de la ville, c'est-à-dire par exemple d'allier une surface commerciale qui produit énormément de chauffage d'énergie avec une piscine publique et donc réutiliser le chauffage de la surface commerciale pour la piscine. Donc il faut avoir une intelligence dans l'urbanisme, dans l'économie circulaire en gros. Donc je voulais demander à monsieur s'il y avait des projets dans ce sens. Et aussi, une autre question qui est plus générale, quel est votre avis par rapport à toutes les accréditations existantes qui évaluent la qualité de l'aménagement et de l'architecture, donc HQE, LEED et tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est une initiative
qui est viable et à approuver ou que c'est plutôt très commercial. Quelques éléments de réponse sur cette question. Il y a deux questions dans la question, évidemment, et en même temps, elles sont liées. La première, c'est que le partage de l'énergie et le sujet de l'énergie partagé au niveau des quartiers, c'est un sujet montant et c'est un sujet, par exemple, sur lequel ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille de plus en plus, notamment à Lyon, Confluence. Il y a beaucoup d'expériences dans ce sens-là. Et évidemment, quand on a des serveurs informatiques d'un côté et des bâtiments publics de l'autre, on a toujours intérêt à mettre en synergie l'énergie, d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose. Sur ce sujet, comme sur l'autre, on a non pas forcément des certifications, mais des labellisations ou des dispositifs en France qu'on pousse énormément sur le sujet de la ville durable. C'est le cas des écoquartiers, c'est le cas des écocités, c'est le cas des certifications ISO 37101 qu'on est en train de développer aussi, qui sont des certifications ville durable. On n'en a pas beaucoup parlé puisqu'il était question de bâtiment, mais c'est vrai qu'un bâtiment, en même temps, un bâtiment, c'est un objet technologique extrêmement précis, c'est-à-dire que c'est un objet qui nécessite en lui-même de la capacité du savoir-faire, mais c'est aussi un objet qui est situé dans un contexte. Et évidemment, si on fait un bâtiment extrêmement performant, mais qu'il est à 60 km de la ville, alors le bilan énergétique de l'habitation sera catastrophique. D'accord. Il y a un certain nombre de sociétés comme Bouygues Immobilier, par exemple, qui maintenant font des bilans carbone de leurs bâtiments en intégrant le sujet du transport. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, hein, puisque évidemment, c'est compliqué à calculer, c'est compliqué à des tas de points de vue. Non seulement d'intégrer le bâtiment dans la ville, c'est compliqué, mais comme je disais, le bâtiment lui-même est un objet technologique compliqué. C'est-à-dire que dans chaque élément du bâtiment, il y a une énergie captive. Dans le béton, il y a de l'énergie pour fabriquer le béton. Dans les fenêtres, dans le vitrage, dans tous les éléments, il y a de l'énergie. Donc le sujet d'arriver à fabriquer, et c'est notre sujet maintenant en France, d'arriver à fabriquer des certifications ou même des prises en compte, des manières de calculer comment on intègre la totalité de l'énergie prise au sein des matériaux du bâtiment et la totalité du cycle de vie du bâtiment, parce qu'évidemment le sujet c'est un bâtiment, il est construit, il vit et ensuite il est démoli, et le bilan carbone de cette opération doit se faire sur tout le long. Voilà. Donc pour revenir à cette histoire de certification, évidemment les certifications sont partielles, puisque pour le moment il n'y a pas de certification qui soit sur la totalité du cycle de vie du bâtiment, pour des tas de raisons, notamment des raisons de complexité technique, mais on y travaille et on développe en France un label bas carbone qui va prendre en compte la totalité de toutes ces choses-là. On n'est pas les seuls à travailler, mais on est quand même pas mal en avance. Pour une fois qu'on est en avance, pourquoi pas le dire. Voilà. Donc ça, c'est... Alors maintenant, les labels BREEAM, HQE, LEED et Passive House, des nombreux labels qui sont développés, qui sont parfois en concurrence commerciale, y compris, comme vous l'avez dit très justement, se développent. C'est une très bonne chose. Il faut développer la certification, développer la labellisation, permettre aux gens d'être dans cette espèce de démarche vertueuse. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qui va se passer dans le bâtiment, parce que dans le monde, comme je le disais, 80% des bâtiments qui sont à construire sont dans des pays en développement et seront construits avec des technologies qui ne correspondront pas à ces labels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... construire un bâtiment en terre ou une maison Maasai au Kenya, qui est une maison qui a eu des très fortes capacités énergétiques, comme comme les maisons qui sont développées par la voûte nubienne sur la partie d'Afrique subsaharienne, sont des maisons qui ont des très grandes capacités, qui répondent extrêmement bien à toutes les caractéristiques du développement durable, mais qui simplement ne vont jamais demander une certification LEED, BREEAM, HQE, Passive House ou n'importe quoi. Et donc il faut qu'on soit capable de favoriser la construction de ces maisons, qu'on soit capable de travailler non seulement sur la high-tech, disons, c'est-à-dire sur les bâtiments qui, comme un certain nombre de bâtiments à énergie positive, je pense que par exemple, il y a un bâtiment très intéressant, rue Guénaud, à Paris, de logement social à énergie positive. On essaye, nous, de développer des bâtiments de logements sociaux et des bâtiments de logement à énergie positive. On met en place une filière pour ça en France. Mais évidemment, c'est des bâtiments à haute technologie. Hein, c'est-à-dire qu'il faut...
il est impératif pour le monde de travailler sur la basse technologie, sur la low-tech, parce que c'est là que l'essentiel va se construire et c'est dans ces conditions que l'essentiel va se construire. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Oui, la certification, c'est quelque chose... Enfin, oui, le sujet urbain et le sujet de la prise en compte des partages d'énergie, c'est un sujet extrêmement intéressant et important. Oui, le sujet urbain, c'est un sujet essentiel. D'ailleurs, la conférence Habitat 3 qui a eu lieu il y a 3 semaines à Quito a bien pointé le sujet du bâtiment comme un sujet essentiel, hein, mais dans le contexte urbain. Oui, on commence à travailler avec Éco-Cité, avec Éco-Quartier, avec des labels, avec le référentiel européen pour la ville durable qui s'appelle RFSC. Vous pouvez aller voir sur le site du RFSC, vous verrez qu'il y a des sujets aussi dans ce sens-là extrêmement intéressants. Mais non, les certifications ne couvriront pas l'ensemble du monde et certainement pas l'ensemble du développement des besoins immobiliers actuels. Donc il faut qu'on trouve des manières de travailler mieux sur les basses technologies. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va appeler pour Kalundborg, mais c'est vrai que c'est important de dire qu'aujourd'hui, on a vraiment un besoin, pour ce qui est des certifications existantes, d'un besoin d'harmonisation, parce que c'est vrai que des fois, on a du mal à s'y retrouver entre toutes les certifications existantes. Et effectivement, ces certifications ne sont pas forcément adaptées aux pays du Sud, où on essaye, nous, de notre côté, Énergie 2050, à réhabiliter un peu les techniques traditionnelles. Et sur ça, évidemment, il n'y a pas de certification. On travaille plus sur des laboratoires d'analyse thermique pour savoir quelles sont les répercussions exactes, pour avoir un référentiel scientifique sur ce type de bâtiment, pour aussi faciliter au niveau politique l'accord de permis de construction, ce genre de choses, ce qui est un gros problème pour l'instant, y compris au Maroc. Mais effectivement, ce type de certification HQE, sur les pays tropicaux, sur les pays du sud de la Méditerranée, ne sont pas forcément adaptés. Peut-être sur l'Institut de l'économie circulaire, répondre. On a eu une question par rapport à la symbiose industrielle de Kalundborg, si j'ai bien... C'était ça, Kalundborg? C'était votre question? Voilà, pour avoir une petite réaction. Oui, j'avais entendu la question, excusez-moi, mais j'étais déjà dans le débat suivant que je vous invite aussi à écouter, qui est sur l'air et comme quoi les choses vont de pair. Donc sur Kalundborg, la force de Kalundborg, c'est d'avoir créé une machine à café, moi j'appelle ça. Je dis souvent, l'économie circulaire commence par la machine à café. Alors aujourd'hui c'est l'Agora Jeunesse, mais c'est ça, c'est cette capacité à se rencontrer, à se rendre compte qu'on gaspille des ressources, qu'on gaspille des opportunités, qu'on gaspille des richesses et à déterminer les moyens de les partager. Kalundborg, ça a débuté dans les années 70, vous devez connaître. Et quand j'y suis allé, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller, voilà, quand vous irez, vous vous dites, je vais arriver dans un endroit avec des usines, je sais pas, on s'imagine un lieu, et en vérité, il y a un espace de 200-300 mètres carrés, qui est une petite agora, c'est ce que paye la collectivité, il y a la machine à café, il y a les salles de rencontre, et c'est là que les uns et les autres échangent sur quel flux, quelles contraintes, quelles difficultés. Et après, quand vous êtes sur site, vous voyez des tuyaux dans tous les sens, parce que beaucoup se partagent, mais c'est entre les acteurs que ça se partage. Et nous essayons de monter la même chose au port de Marseille, dans la zone Fos, où il y a plus de 40 ans, nombre d'entreprises s'étaient installées. Elles ne se parlaient pas. Vous avez deux entreprises séparées par une clôture qui, lors d'une rencontre de ce type, ont échangé. Et il y en a une qui s'est rendu compte que son sous-produit, qui est quasiment un déchet, s'appelle de l'acide chlorhydrique degré 28. Et celle qui est de l'autre côté, mais du grillage, un grillage haut comme ça, a comme produit entrant de l'acide chlorhydrique degré 31. Donc la première a vu ses ingénieurs, mais pour faire du degré 28 en degré 31, c'est pas très difficile. Ils ont transformé, ils ont construit un silo de stockage. Et aujourd'hui, au lieu de faire venir l'acide chlorhydrique 31 de plus de 500 km, il fait 500 mètres entre les deux usines. Donc un peu d'argent pour l'une, moins de dépenses, moins de risques pour l'autre. Et derrière, on continue sur l'énergie, derrière, on continue sur les opportunités. Et on attire de nouvelles entreprises en leur disant, dans ce territoire, il y a des flux. Donc voilà, les approches, elles doivent être sur la compréhension des flux, des spécificités des territoires. Et l'économie circulaire est une économie éminemment territoriale. Il n'est hors de question que qui que ce soit impose un modèle venant d'un autre territoire à un territoire, mais ne soit qu'une capacité à inspirer les territoires
pour aller de l'avant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre questionnement, mais c'était ça. Merci. Merci beaucoup, ça va Oui, allez. Kalundborg a ça d'extraordinaire, pardon, ils ont une centrale thermique et ils ont une usine Saint-Gobain qui fait du plâtre. Donc on va rester dans la construction. Comme quoi la construction nécessite de vraiment dépasser ce que... Moi je serais à côté d'une centrale thermique et j'y verrai jamais ce qu'ils ont vu. Ils récupèrent 80% du gypse de Saint-Gobain plâtre de Kalundborg vient de la récupération des fumées. Alors ils arrivent à retransformer le gypse, moi je ne connais pas trop, les fumées en gypse. C'est ça, c'est des mondes différents qui se sont rencontrés. Quand Saint-Gobain a rencontré la production de l'usine thermique, ce n'était pas pour parler de meilleure efficacité énergétique, c'était pour dire, bon, qu'est-ce que vous avez comme flux, je vais y mettre mes scientifiques et c'est peut-être une opportunité pour moi. Voilà, c'est vraiment la base de l'économie circulaire, c'est pouvoir s'ouvrir à l'autre et être dans une démarche d'amélioration continue. Après, je ne vais pas parler politiquement, il y a des barrières fiscales, des barrières réglementaires, des aides nécessaires, mais commençons déjà par se rencontrer. Merci beaucoup. Je pense que là, effectivement, il y a 2 points qui sont intéressants. C'est d'une, on doit absolument aujourd'hui décloisonner les activités, fédérer les acteurs autour d'ambitions communes. Parce qu'il y a énormément d'opportunités qui existent. Ces opportunités, elles n'ont pas de coût. Au contraire, elles sont même bénéfiques. Quand on parle de bâtiments durables, quand on parle d'efficacité énergétique, on parle également d'économie. Et ça, c'est des techniques qui sont économiques si elles sont bien faites. Si elles sont faites en amont, mais il peut y avoir également des opportunités qui existent. Et y compris dans les effets de verrou qu'on a créés, profiter de ces opportunités, profiter de ces synergies qui existent sans investissement pour justement aller vers un bâtiment plus durable. Et la deuxième chose qui a été citée, c'est c'est que l'échelle territoriale, pardon, on va passer par là. L'échelle territoriale est très importante. C'est à cette échelle-là, et ça c'est aussi l'avis d'Énergie 2050, qu'on peut mettre en œuvre des solutions innovantes, qu'on peut mettre en œuvre des stratégies systémiques qui impliquent l'ensemble des acteurs. Et ça répond aussi à la volonté de la MEDCOP qui est portée par les régions. Et donc je suis content qu'il en ait parlé parce que c'est très important. C'est également, comme je vous l'ai dit, l'avis d'Énergie 2050 qui essaie justement de fédérer un ensemble d'acteurs autour de ces thématiques. Le bâtiment, c'est une thématique très transversale, très systémique qui touche l'économie, qui touche la ville, qui touche les modes de vie. Et nous, on travaille justement avec une approche très transversale au niveau des actions aussi. On a des publications, on a des formations, on a de la sensibilisation, on a des projets pilotes concrets. Cette année, on a bouclé un projet sur les hôtels presque zéro énergie avec 2 hôtels qui étaient situés sur la côte méditerranéenne en France, des hôtels pilotes. Voilà, on a un certain nombre d'actions et nous, on essaie justement de mettre en place une stratégie qui prenne en compte ce caractère systémique du bâtiment pour l'intégrer dans un ensemble d'autres systémiques, la gestion de l'eau et la gestion de l'énergie. Je pense qu'on peut clôturer là. Vous pouvez télécharger, alors puisqu'on est sur le stand MEDCOP, on va faire un peu de pub, l'agenda des solutions qui avait été publié après la MEDCOP 2016 à Tanger sur le site de la MEDCOP. Donc je vous invite à regarder, ça présente un peu la stratégie commune méditerranéenne qu'on veut mettre en œuvre. Nous, le site, le stand d'Énergie 2050 est juste là si vous voulez venir nous voir, en savoir un peu plus sur nos actions. Et bien sûr, je remercie encore une fois tous nos intervenants qui s'échangent leurs cartes, et c'est bien normal, c'est le début de l'aventure comme on dit, pour leur participation. Merci à vous.